Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo que l'on peut considérer comme une sous-partie de comprendre comment marche Internet, c'est comprendre le SSL. En fait, à l'origine, je voulais faire une vidéo sur comprendre comment marche Internet sur le SSL. Le SSL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le protocole qui est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre votre machine et un serveur. C'est notamment ce qui est en jeu quand vous faites du HTTPS ou quand vous faites du FTPS. Derrière, en fait, c'est le SSL qui est en jeu. Le problème, c'est que c'est un domaine qui est vaste et donc je suis obligé de voir certaines notions avec vous, notamment tout ce qui est en termes cryptographie, en termes qu'est-ce qu'un certificat, qu'est-ce qu'un tiers de confiance. Et donc je me suis dit que faire une seule vidéo, ça ne va pas être possible finalement, parce que à moins qu'elle fasse des heures et des heures. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire plutôt une sous-partie où je vais justement aborder ces différents points de la cryptographie en général, sauf que il y aura comme fil rouge la compréhension de ce qu'est le SSL et comment ça marche et qu'est-ce qui se passe lorsque je vais par exemple sur Wikipédia, sur Google, sur Facebook en connexion sécurisée. Comment finalement cette connexion est sécurisée? Qu'est-ce qui m'assure que ce soit sécurisé? Et donc pour ce premier jet, ce que je vous propose, c'est de voir la différence entre la cryptographie symétrique et asymétrique. Et donc je vous propose de commencer tout de suite avec la première, c'est-à-dire la symétrique. Cette catégorie repose sur une clé unique qui s'appelle clé secrète et qui va permettre à la fois de crypter, donc on va crypter avec cette clé secrète, et on va également décrypter avec la même clé. D'où le mot symétrique, globalement on fait la même opération pour crypter et décrypter, on utilise la clé secrète. Donc ici on a un exemple, on a deux personnes, Alice et Bob. Alors pourquoi ces prénoms? C'est globalement des noms que vous reverrez dans quasiment toute la littérature et des cours de sécurité. Ce n'est pas des personnages illustres, c'est juste qu'en fait c'est A et B, sauf que personne A et personne B c'était pas du tout sexy. Du coup on s'est dit, nous informaticiens, pourquoi on va pas leur donner des noms, et on a dit A ça va être Alice et B ça va être Bob. Donc voici, je vous présente Alice et Bob. Donc Alice veut envoyer un message à Bob. Elle souhaite chiffrer ce message pour que si une personne l'intercepte, elle ne le voit pas en clair. Du coup, ce qu'elle va faire, Alice, c'est qu'elle va chiffrer avec la clé secrète. Donc là, elle chiffre son message avec la clé secrète. Ensuite, elle envoie le message à Bob. Évidemment, le message est chiffré, donc il est totalement inaudible quand Bob le reçoit. Et Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la clé secrète pour déchiffrer le message et avoir une version correcte du message d'Alice. Voilà la théorie du cryptage symétrique. Il faut savoir que c'est globalement le système le plus ancien. On en a des traces qui remontent jusqu'à l'Égypte ancienne, vers les 2000 avant Jésus-Christ. Et on a notamment deux grands exemples qui est utilisé pour des besoins militaires. C'était la citale des Spartiates qui était utilisée en 40 ans avant JC. C'est en fait, on prenait un bâton et on enroulait une lanière de cuir tout autour et on marquait des lettres autour de ce dernier. Et en fait, on envoyait ensuite la lanière à une autre personne et la personne devait de son côté également entourer son bâton avec la lanière pour pouvoir le voir. En fonction en réalité du diamètre de votre bâton, les lettres ne seront pas positionnées au même endroit et donc vous donneront des messages totalement différents. Donc ici, la clé secrète, c'est bien pour vous montrer que ce n'est pas forcément un mot de passe, voilà, c'est pas forcément des trucs très compliqués. Ici, la clé secrète, c'est quoi? C'est juste la dimension du bâton. Pas la dimension, excusez-moi, le diamètre. Le bâton, il doit faire tel diamètre pour que je puisse lire, pour que les lettres s'agencent bien et forment un message. Il y a un autre exemple
qui est sans doute le plus connu, c'est celui du chiffre de César. César, en fait, quand il faisait passer ses ordres, il décalait l'alphabet de 3 lettres. Mais de manière générale, en réalité, le chiffre de César, c'est on décale nos lettres de l'alphabet un chiffre 2 fois. Et ce chiffre, c'est quoi? Bah, c'est notre fameuse clé secrète. En l'occurrence, pour César, sa clé secrète, c'était 3. Qui voulait dire on décale notre alphabet de 3. Donc, par exemple, si je vois ici un B, il faut que je comprenne que ici, quand je vais chiffrer, je vais ici avoir un E. Et ici, quand je vais avoir un E, quand je souhaite déchiffrer, il faut que je retire combien? Bah, il faut que je retire ma clé secrète, donc c'est-à-dire 3, donc il faut que je fasse 3 en arrière. 1, 2, 3, 1. Je retombe bien sur P. Voilà. Ce n'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. Et même si ça, c'est des exemples qui sont plutôt archaïques, il faut savoir que c'est toujours utilisé, notamment dans le cryptage Vernam. Si vous vous souvenez bien de ma vidéo, c'est un cryptage symétrique. J'utilise la même clé qu'on avait utilisée pour faire le XOR afin de crypter et de décrypter notre message. En outre, il y a d'autres algorithmes qui se basent sur un système symétrique, le chiffre de Wigner, le DES, le triple DES, enfin l'AES, qui est le plus utilisé actuellement. Les autres, je pense sincèrement que vous pouvez les oublier, même le cryptage Vernam. Hein. L'AES est le plus sécurisé des autres dates. Je vois qu'encore le triple DES tient encore. Mais voilà, utilisez le AES si vous voulez, pas de problème. Je ferai notamment, je crois, enfin c'est prévu, une vidéo sur comment faire de l'AES pour vos mots de passe. Justement, en gros, je vais mettre à jour mon cryptage Vernam parce que Vernam n'est plus trop sécurisé. Et du coup, je pense vous montrer de manière très simple comment est-ce qu'on peut faire de l'AES avec MySQL. Mais là, c'est bien, je vous dis, mais on s'écarte du sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer en pesant les pour et le contre du système symétrique. Donc, le problème, rappelez-vous de mon exemple, Alice utilise la clé secrète pour encoder son message. Elle l'envoie à Bob. Bob utilise la clé secrète pour déchiffrer le message. Seul problème, bah, il faut que Bob soit au courant de la clé. Ce qui veut dire, c'est qu'avant, on est arrivé à se mettre d'accord, on s'est dit, bah tiens, on va utiliser cette clé. Seul problème, c'est qu'il ne faut pas que lorsqu'on dise à l'autre, bah on va utiliser cette clé, il ne faut pas qu'une autre personne écoute. Genre, imaginez, je suis au boulot, j'écris ça sur un post-it sur son écran, je lui dis, tiens, on va communiquer avec cette clé-là. Voilà, on s'est mis d'accord sur la clé, donc tous les deux, on sera capable de déchiffrer, puisqu'on connaît la clé secrète. Sauf que du coup, elle est secrète que Pouic. Tous ceux qui passent devant son bureau peuvent voir la clé secrète. Donc il faut trouver quand même un canal sécurisé pour pouvoir transmettre cette clé. Et en outre, bah, il faut changer de clé à chaque interlocuteur. Parce que imaginons que Alice veut parler à Bob. Donc elle utilise une clé secrète. D'un coup, il y a Charlie qui se ramène, donc Charlie pour C, hein. Et Charlie il se ramène et il veut discuter avec Alice. Alice ne va pas lui donner la même clé qu'elle a donnée avec Bob, sinon bah, Charlie va pouvoir lire les messages que Bob a de Alice. Donc moi je veux surtout pas ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va donner une autre clé secrète à Charlie. On va se mettre d'accord sur une autre clé secrète que Bob ne connaîtra pas. Et comme ça, on est sûr que Bob ne pourra pas lire les messages de Charlie et Charlie ne pourra pas lire les messages de Bob. Seul problème, c'est que ça c'est mignon, mais de notre côté, ça veut dire qu'on a géré une clé par personne. Quand on a un bon nombre de personnes en entreprise, ça monte assez vite. En réalité, c'est n. Donc avec n, je pose n mon nombre de personnes. Donc imaginons j'ai 100 personnes, donc n égale 100. Et bien combien de clés il va falloir que je fasse? C'est n fois, ouvrez la parenthèse, n-1, fermez la parenthèse, et le tout divisé par 2. Je ne pense pas que je vais rentrer dans le côté mathématique de la chose.
quoique. En gros, chaque personne doit créer une clé pour chaque personne autre sauf lui-même. Du coup, on est n personnes, donc n. Chaque personne va devoir créer une clé pour les autres personnes, donc c'est-à-dire n-1, puisqu'il ne se comprend pas lui-même. Sauf que les personnes en face n'ont pas une clé différente pour nous, et nous n'avons pas une clé différente pour lui. En fait, on a la même clé. Du coup, au final, quand j'ai fait mon calcul n fois n-1, j'ai compté 2 fois la même clé. Du coup, en fait, c'est pour cela que l'on divise par 2. Mais comme je n'avais pas prévu d'expliquer